Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonjour à tous, bienvenue au CPP, nous sommes en direct sur Radio M, le dernier CPP de la saison, un CPP en direct et en public puisque certains admirateurs, confrères, amis du CPP sont présents ici pour assister en direct au dernier numéro du Café Presse. Les admirateurs, c'est politique. Et il y a aussi, j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait même des admirateurs de Habib Shelf. Il me faudra du temps pour comprendre, mais voilà. Habib Shelf a aussi beaucoup d'admirateurs. Habib Shelf, bonjour. Bonjour. En forme pour ce dernier CPP de la saison? Presque. Sami El Arabi, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir Hassan Nouali. Bonsoir. Bonsoir Hadda Hazam. Bonsoir. Bonsoir Ihsan Qadi. Bonsoir. Bonsoir également à toute l'équipe sans qui il n'y aurait pas de CPP aujourd'hui. Alors, la question habituelle, celle que vous connaissez tous, c'est évidemment l'image marquante de la semaine. Alors, quelle est l'image marquante de la semaine pour vous ou encore l'image marquante de l'année puisque c'est le dernier numéro de cette saison. On commence par vous, Hadda. Oh, j'ai pas d'image tout de suite. Il fallait m'avertir à l'avance, non? Même pas celle de la semaine? Si. La semaine, c'est le bac boycotté. Sur une classe de 20 tables, il y a juste 2 élèves qui sont présents et ça, c'est une catastrophe. Presque 3/4 d'absents. Et après, oui. On nous a expliqué aussi pourquoi il y a autant d'absents, parce que c'est les mêmes qui ne sont pas partis à la première session, en parlant surtout des candidats libres. Donc, c'est une deuxième session qui a été faite uniquement pour quelques milliers de retardataires. Et normalement, ils étaient 15 000 et à la fin, on se retrouve avec 104 000. C'est pas sérieux. Je pense qu'il y a une autre raison derrière ça. C'est le deuxième scandale du bac après celui de l'année dernière avec les fuites. Sami El Arabi, alors, image de la semaine ou de l'année, à vous de voir. Je préfère de l'année, puisque j'ai pas... Mais certaines images, c'est-à-dire cette campagne-là contre les migrants subsahariens, c'est-à-dire toute une campagne, notamment sur les réseaux sociaux, y compris certains organes de presse qui ont fait une campagne anti-migrants subsahariens. Des responsables politiques, Ahmed. Absolument. Hassan Ouali, l'image de la semaine. Moi, ce que je retiens cette semaine, c'est le militant des droits de l'homme Kemeldine Fakhar qui sort enfin de prison après 2 années de détention. Ihsan Qadi, qu'est-ce qui vous a marqué? Alors, je reste sur la semaine, hein, c'est le bac et c'est surtout les conséquences, les effets de ce bac bis. Nouvelle coupure sur les réseaux sociaux. Alors cette fois, on a été particulièrement affecté parce qu'on était en pleine campagne de crowdfunding, financement collaboratif pour doter le prix Ali Baïboudouha du meilleur article d'investigation que nous allons remettre le 26 juillet prochain. Et les coupures de réseaux sociaux nous ont bousillé la campagne pendant 5 jours. J'espère qu'on va pouvoir redémarrer. J'en profite pour lancer un appel à tous les auditeurs de Radio M, en allant sur la plateforme KissKissBankBank, redonner de la vigueur à cette campagne qui en a besoin. Habib Shelf, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, cette année? Cette année, moi je dirais, c'est le temps que met l'Algérie à constater que le vide est vide. C'est le temps que l'Algérie a pris pour constater, pour comprendre que Sellal, c'est vide, que Bouchouerb, c'est vide. Et Tebboune? On a mis tout ce temps-là. On va le vérifier. On aura le temps d'en parler durant cette émission. Donc on commence la première partie du Café Presse Politique par la politique évidemment. Avec, on voudrait en quelque sorte faire un bilan de l'année comme vous aviez notamment proposé à Habib Shelf.
Et même si on résume l'actualité de la semaine, elle peut être aussi un bilan de toute l'année. On va se poser aussi une question, puisque nous sommes à 1 an et demi de l'élection présidentielle. Comme vous voyez, personne ne parle des élections locales qui auront lieu au mois d'octobre. On ne sait pas si elles vont passionner les électeurs ou pas. Ce n'était pas le cas, évidemment, pour les élections législatives. On va se poser une question sur la campagne présidentielle de 2019. Mais d'abord, ce qui se passe ces derniers jours, ces dernières semaines, le dialogue social qui n'existe pas entre le gouvernement, les syndicats et le patronat, et bien sûr ce bras de fer qui s'engage. On ne sait pas si c'est les journaux qui en parlent, si c'est vrai ou c'est faux. En tous les cas, il se passe quelque chose aujourd'hui entre le gouvernement, le Premier ministre, et notamment de l'autre côté, le président du FCE, le Forum des chefs d'entreprise, et le patron de l'UGTA, Abdelmajid Sidi Saïd. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une crise entre ces deux partenaires importants? Yassine. Oui. Nous, on croit savoir, c'est tombé tout à l'heure, vers 15h, que le gouvernement a réagi à ce qui s'est passé donc hier, le communiqué de solidarité avec Ali Haddad, le président du FCE. M. Tebboune aurait affirmé qu'il avait déclaré clairement qu'il était là pour faire la part entre le mal ou le CSA, entre l'argent et la politique, et que donc son action, donc son éviction, son geste d'avoir évincé le président du FCE, Ali Haddad, de cette réunion, samedi dernier, à l'école, la nouvelle école supérieure des affaires sociales, la sécurité sociale, c'était un geste qui était quelque part déjà annoncé dans une ligne, dans un agenda politique. Et donc, c'est quand même assez fort comme prise de position, c'est une riposte. Elle a été retirée tout de suite après. C'est arrivé dans certaines rédactions et ça a été retiré, ce qui montre le niveau du cafouillage qui existe en ce moment. On va faire les interprétations politiques, elles s'imposent. Au même moment, il y a eu des pressions qui ont été exercées sur certains des signataires de l'acte de solidarité d'hier, et des rétractations qui aussi disent bien qu'il y a une partie de bras de fer qui est engagée. Est-ce qu'il y a une crise ou pas? Ça ressemble de plus en plus à une crise. Hada Hazam. Je pense que, d'après moi, d'après Saïda Nerza ou je ne sais pas le nom, que par contre c'est Abdelmajid Sidi Saïd qui a fait une pression sur elle, qui l'a menacée si elle ne signe pas le communiqué, elle sera punie. Je ne sais pas comment il l'a fait. D'ailleurs, moi je trouve que l'attitude d'Abdelmajid Sidi Saïd est mal placée. Il défend les travailleurs ou il marchande des positions avec la situation des travailleurs. On ne l'a jamais vu défendre les entreprises publiques comme il le fait maintenant avec Ali Haddad. Moi, je pense que c'est un clan contre un clan. C'est une guerre de clans plus que défendre des intérêts des travailleurs ou du FCE ou de qui que ce soit. Pour vous, cette solidarité n'est pas normale? Vous vouliez terminer, Hadda? Non, mais pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi? Et j'ai lu ce matin le papier de Hassan Wali. C'est le papier là où il dit que c'est parce que il a refusé de voir Ali Haddad. Est-ce qu'on ameute 50 patronats, ou je ne sais pas comment on les appelle, juste pour défendre une personne, en oubliant les problèmes économiques, tous les problèmes que vit le pays. Et le problème, tout le monde se déclare qu'il est là pour défendre le programme du président. C'est lui, il dit, le Sidi Saïd Ali Haddad يقول احنا عندنا غير علاقتنا بالرئيس مباشرة. Il veut pas en entendre parler, il veut pas reconnaître Abdelmajid Tebboune comme chef du gouvernement au Premier ministre. Par contre, tout à l'heure, moi j'ai reçu un appel de Nassera, la secrétaire du Premier ministre, qui me dit que attention, arrête de sauter. Non, mais elle le fait en connaissance de cause. Elle a fait ça. Elle me dit qu'il faut retirer le communiqué et on laisse les gens travailler comme ils veulent. Et c'est un non-lieu. Moi-même, Tebboune m'a écrit un SMS que cet événement et c'est un non-lieu. Hassan Wali. Voilà, alors, beaucoup d'annonces dans le CPP aujourd'hui. Alors, ce que peut-être, puisqu'on parle un peu de l'année, d'essayer d'esquisser un peu un bilan, ce qui caractérise finalement le règne de Bouteflika, au moins
depuis le 3e et le 4e mandat, c'est qu'on assiste à quelque chose d'assez particulier, c'est l'affaissement des institutions de l'État, c'est leur affaiblissement, c'est l'affaiblissement des organisations politiques, des partis politiques qui sont censés prendre en charge tout le débat public national, c'est le rétrécissement du champ d'expression sociale avec soit par la force, la force physique, c'est-à-dire on mobilise les forces de police dans la répression, soit par des lois contraignantes et voire liberticides. Et à l'ombre de tout cela, on a assisté à l'émergence ou à la constitution, au développement d'autres forces qui sont des forces de l'argent. Et le FCE incarne une partie ou une grande partie de ces forces qui ont capté quand même beaucoup d'argent public à la faveur des projets lancés ces 2 dernières années. Les marxiens vont dire c'est l'accumulation primitive du capital. Et donc elles sont devenues, Louise Hanoun parle d'oligarchie, peut-être on n'est pas dans ce cas de figure, mais en tout cas des groupes, une oligarchie en devenir qui veulent exercer qui veulent jouer un rôle politique, qui veulent participer à la décision politique. Juste, une parenthèse pour aller dans le même sens. On aurait dit dans la réunion d'aujourd'hui, d'hier, que c'était nous qui allons dire au gouvernement ce qu'il doit faire et non pas l'inverse. Et il a promis d'avoir la tête de Tebboune. Tebboune, on l'a publié sur Maghreb Émergence. C'est pour ça que je le dis. J'aurais terminé. Il y a une phrase quand même sidérante et d'une extrême gravité dans le communiqué des organisations patronales UGTA, c'est que nous ne reconnaissons pas l'autorité du Premier ministre. C'est une défiance. C'est une défiance. Là, ils le disent clairement que nous ne reconnaissons pas l'État. Il est incarné, on est d'accord ou pas d'accord avec Tebboune, on peut dire tout ce qu'on... nous ne sommes pas dans un régime bien évidemment démocratique où les institutions solides parce qu'elles jouissent d'une légitimité démocratique populaire, mais en tout cas il y a une expression publique claire qui défie l'autorité de l'État qui est le gouvernement, qui est le premier ministère. Ça, à mon avis, ça ne doit pas rester sans conséquences politiques. Après, qu'est-ce que tout cela veut dire? Il faut aussi on observe les choses, les événements froidement et on rassemble un peu les pièces du puzzle. C'est l'elle qui est remercié dans des conditions problématiques. Il était sûr de lui-même qu'il était reconduit. Il saute. Bouchouareb, qui était un puissant ministre de l'Industrie, il saute. Il était bon jusque-là depuis près de 2 mois maintenant. Il annule une à une les décisions, notamment économiques, opérées dans l'équipe Sellel. Ça doit dire quelque chose, en tout cas politiquement, pour l'échéance à venir. Samir Arabi, est-ce qu'on peut parler d'une crise aujourd'hui entre... C'est un peu difficile. C'est un peu difficile de... Non, pas un SMS. C'est un peu difficile de répondre à cette question. C'est vrai, on peut dire d'une mini-crise. C'est pas une crise vraiment, c'est-à-dire assez profonde dans le système. Alors, je m'explique. Sur la question, c'est-à-dire le rôle du patronat, du syndicat, soit patronal ou des travailleurs, c'est-à-dire de l'UGTA. C'est-à-dire, je rappelle, il y a un consensus politique à partir des années 2000. C'est-à-dire, avec l'arrivée de Bouteflika, il y a une... c'est-à-dire, on s'appuie... ces syndicats-là font partie, c'est-à-dire que c'est avec eux qu'ils ont composé puisque la politique au niveau national, ils l'ont fait ensemble. Le régime Bouteflika s'est appuyé sur ces groupes-là, sur certaines corporations, sur certains syndicats. Et là... étant donné on n'est pas dans le secret des dieux, c'est-à-dire ça ne peut être que des commentaires ou là des supputations. Je sens comme si il y a quelque chose qui se passe, il s'agit d'une nouvelle recomposition
Et où là, ils essayent c'est un début de quelque chose qu'on n'en sait pas. Mais là, la réponse de Sidi Saïd et du patronat, la réponse c'est quoi? C'est-à-dire, vous voulez y aller dans cette ligne, soit politique, économique, mais attention, on est là. Ça veut dire vous êtes obligé de composer avec nous. Le message le plus important, c'est ça. Et si le gouvernement de Tebboune essaye de franchir certaines lignes entre guillemets rouges, c'est-à-dire il aura à faire, je rappelle Sidi Saïd, c'est vrai, il est secrétaire général de l'UGTA, pardon, il est secrétaire général de l'UGTA, mais il a la carence le statut réellement d'un super ministre. On parle de l'UGTA et le poids de l'UGTA dans l'histoire de l'Algérie indépendante, qu'on le veuille ou pas, c'est-à-dire il est important. Tous les cadres de l'État, l'ossature de l'État indépendante, c'est ces gens-là aussi. Il ne faut pas minimiser, c'est-à-dire le poids de l'UGTA. Et ceux qui disent... Le poids de l'UGTA ou de Sidi Saïd? De Sidi Saïd, non, de l'UGTA, pardon, et du patronat. Un autre élément, c'est-à-dire quand on va sur Facebook ou dans la presse, ils te disent on est le seul pays où le syndicat soutient le patronat. C'est faux. C'est une tendance mondiale depuis les années 70, je pense. On n'est pas le seul. Y compris quand on analyse profondément, y compris les syndicats autonomes, dans la réalité, et ils soutiennent partiellement le régime, même si c'est pas de la même manière. Mais c'est aussi, quand on voit sur la question beaucoup de mesures du gouvernement, par exemple les transferts sociaux, la majorité des syndicats, même des acteurs politiques, ils te disent oui, on est d'accord pour qu'on régularise la chose, qu'on supprime beaucoup, on doit réduire par exemple les transferts sociaux. Et pourtant, c'est les salariés qui vont payer ça. Un salarié, la moyenne, elle est à 36 000 à peu près. Dans la réalité, si on lui enlève la subvention du lait, de tout ça, c'est-à-dire il va vraiment, réellement finir la fin du mois. Ça sera vraiment difficile. Un mot pour Hada Hazem avant de donner la parole à Abdel. Qu'est-ce qu'il représente actuellement Sidi Saïd par rapport à l'UGTA? Parce que Sidi Saïd ne représente plus les travailleurs. C'est un homme d'affaires, c'est un investisseur comme les autres. Quelque part, ils se reconnaissent dans Ali Haddad plus que l'UGTA. Et la majorité des cadres de l'UGTA sont des investisseurs, des hommes d'affaires qui ont des usines, qui ont des intérêts personnels. Et Sidi Saïd, dans cette question, il défend des intérêts personnels plus que les intérêts des travailleurs, comme je viens de le dire tout à l'heure. Et il n'osera pas faire bouger la rue ni les travailleurs parce qu'il n'a plus rien. Parce que si demain on accorde d'autres organisations des travailleurs, il n'aura personne. Je rappelle en 2003, et c'est une grève générale, c'est lui qui a bloqué quand même la loi Khalil. Il avait l'appui des pouvoirs, il avait l'appui du gouvernement, il avait l'appui du président. C'était une démonstration de force pour l'intérêt de Bouteflika, justement. Maintenant, c'est pas le cas. Abdel Cherif, vous avez écouté, observé les réponses des invités. Quelle lecture vous faites de ce bras de fer, si bras de fer il y a? Je pense que c'est un nouveau dispositif qui est en train de se mettre en place. Je pense que on est dans la fin de l'ère Bouteflika et que ça se met en place, mais de manière difficile, qu'il y a forcément des perdants. Je pense aussi que fondamentalement, on est en train de surestimer la puissance de tous ces groupes. Et à la base, il y a beaucoup de malentendus, en fait. Quand on parle de l'UGTA, on dit syndicat. L'UGTA n'est plus un syndicat depuis très longtemps. Le FCE n'est pas une organisation patronale. À la limite, c'est une organisation lobbyiste, mais c'est un groupe de gens qui agissent pour transférer le maximum de richesses du public vers le privé. Donc, c'est pas vraiment une organisation patronale. Donc, quand on utilise les termes classiques, convenus, syndicat, patronat, etc., on est un peu dans l'erreur et ça force un petit peu l'analyse. Et donc là, on est dans un régime qui est informalisé, est-ce qu'on peut dire ça, qui est passé vers l'informel, et on prépare les prochaines échéances de manière très informelle. Il n'y a pas de règles du jeu. Et celui qui va pousser, on ne sait pas jusqu'où, personne ne sait jusqu'où il peut aller.
Le problème, plutôt la différence avec l'histoire du pays jusque-là, l'histoire de l'Algérie indépendante, c'est qu'il n'y a pas d'arbitre. Le pouvoir est émietté entre différents pôles et donc chacun en contrôle une bribe, chacun contrôle des bribes de pouvoir et il n'y a personne pour donner le là. Et cette situation, on peut attribuer au président Bouteflika ou à son frère Saïd un peu plus de pouvoir que les autres. On peut attribuer à Gaïd Salah beaucoup de pouvoir du fait qu'il est à la tête de l'armée, mais sur le reste, il n'y a pas quelqu'un qui est en mesure d'avoir un pouvoir transversal. Une centralité. Pour contrôler tout ça, pour donner de la cohérence ou pour donner un cap. Et donc les gens se préparent. À mon avis, donc là, ce qui se passe, ça se passe à... Les Haddad, c'est pas important, c'est Omar Ghrib de l'économie. C'est pas quelqu'un qui va peser énormément. Il doit y avoir des dossiers qui sont dans un tiroir qu'on va lui sortir à un moment donné si jamais il désobéit un peu trop. Donc c'est pas très important, mais c'est ce qui m'inquiète, c'est ce qui va venir après. C'est quand il faudra trancher, quand il faudra prendre les vraies décisions de la succession. Et là, il faudra un arbitre, quelqu'un qui donne le là, et on ne le voit pas encore. Hassan, ça nous rappelle quand même des situations politiques qui se sont déroulées dans d'autres pays. Hein, la Russie de Boris Yeltsin, les dernières années de Moubarak, comme on a vu l'émergence d'une force d'argent qui s'est constituée autour de Jamel, autour du fils. Et là, à ce moment, les militaires se sont dit il se passe quelque chose. Pour une fois dans l'histoire contemporaine d'Égypte, le pouvoir risque d'échapper aux militaires depuis Seconde 2. Ce qu'il faut rappeler aussi, effectivement, qu'on n'est plus dans les vocations classiques traditionnelles des organisations, des acteurs politiques et sociaux. C'est vrai qu'on fait jouer un rôle à l'UJTA, à sa direction, plutôt que c'est bureaucratisé. Il faut rappeler à juste titre que la commission exécutive nationale sont tous des retraités à l'UJTA. Et quand même, c'est un appareil bureaucratique extrêmement lié au pouvoir, extrêmement lié à d'autres intérêts. Il n'est pas dans du rôle d'un syndicat de faire d'assumer le rôle du politique, du parti politique. On fait jouer à des organisations patronales. En devenir, c'est vrai que c'est une expérience récente, un rôle politique, ce sont des points d'appui du pouvoir qui font qu'une période, on a besoin de ce type d'organisation parce qu'on n'est pas dans une situation politique normale où l'arbitrage se fait dans l'urne avec des partis politiques sérieux, avec des élections sérieuses, transparentes, crédibles. Et ce qu'il faut dire aussi, dans tous les systèmes du monde, ici, la nature même du système politique, il y a toujours des contradictions. Il y a des contradictions d'intérêt. Et à un moment dans l'histoire de ces régimes, elles sont tues, ces contradictions. D'autres situations font que ces contradictions s'expriment et parfois de manière violente parce qu'il s'agit d'opérer de nouveaux choix et c'est ce qu'on assiste, à mon avis, à ce type de situation aujourd'hui parce que on est dans quoi? On est dans la préparation de 2019. Succession ou reconduction, on ne sait pas. On est dans la préparation de ça. Et le souci des gens du pouvoir, des différentes... en tout cas, le souci de la présidence, c'est de réunir les conditions normales, paisibles d'une condition, d'une succession qui se passerait sans trouble. C'est pas évident parce que Bouteflika n'a jamais pensé à sa propre succession. Ce n'est pas évident parce que à un moment ou à un autre, ceux qui sont constitués d'énormes intérêts, ils vont se dire quittons le navire avant qu'il ne soit trop tard. On s'appuie sur d'autres forces qui peuvent être les forces dissidentes d'avenir. C'est simple. Pour caricaturer, on soupçonnait, j'allais dire Abed Sharif, Abdeslam Bouchouerb, de rouler pour les ambitions de Gaïd Salah. Gaïd Salah a des ambitions. Donc, il y a de la méfiance et en tout cas, ces contradictions, quelque part, sont poussées à l'extrême et c'est comme ça qu'elles s'expriment de façon violente sur la place publique. Abed Sharif.
Oui, enfin, la situation est, pour moi, la situation est très inquiétante. Et c'est pas pour des raisons sociales, c'est pas le front social, c'est pas le front économique. Moi, je pense que sur ce terrain-là, il y a encore de la marge. Par contre, si tu fais une radiographie du pays, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir des partis de gouvernement qui représentent en gros 10% des Algériens. C'est eux qui dirigent le pays. Ce sont des partis qui sont tellement vides qu'ils ont accompagné Abdelmalek Sellel pendant 5 ans. Abdelsalam Bouchouerb, c'est ça leur ministre. Le SKD, la Task Force, le nouveau modèle économique, etc. Un énorme bêtisier. Ces partis du pouvoir ont vécu avec ça. Tu as à côté une société qui a délaissé la sphère politique, l'abstention pendant les élections. C'est terrible. Et tu as à côté aussi très présent, on va dire, des appareils qui sont en train de pomper les richesses de l'État. Tout ce qui tourne autour des organisations patronales, tout ce qui est corruption, là où va l'argent. Et dans tout ça, le peuple ne peut pas être arbitre aujourd'hui. Il y a besoin de temps pour créer un arbitrage populaire. Il faut énormément de temps. Ça peut pas naître du jour au lendemain. Et donc, il n'y a pas d'arbitre. Et tu te retrouves devant une situation où tu te dis, finalement, la décision ne peut venir que du cœur du pouvoir, de l'ancien cœur du pouvoir qui est l'armée. C'est dramatique. La déconstruction politique qui a eu lieu pour aboutir à un résultat qui nous mène à une solution qui te mène à accepter. Ou la décision, c'est pas que tu l'acceptes pas, que tu en arrives presque à la souhaiter. Oui. C'est cette déconstruction qui est inquiétante. Samir Arabi. Non, sur cette question, je rappelle, c'est-à-dire quand on parle de mini-crise ou enfin l'actuelle polémique avec l'UGTA, avec le Tebboune ou l'Akhar, si on était. C'est-à-dire généralement toutes les crises, c'est-à-dire les règlements de compte dans l'histoire récente de l'Algérie, c'est-à-dire se fait réellement si on dans la période estivale. Il y a un début de quelque chose, c'est-à-dire chacun tire sur l'autre et les choses vont se régler à la rentrée sociale. Même si il faut s'attendre, si la crise perdure, il faut s'attendre, par exemple, c'est-à-dire l'UGTA, d'ailleurs ça a commencé avec les PTT autour de la question des œuvres sociales, là il y a de sérieux problèmes, il y a même des petites mobilisations, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre que c'est-à-dire l'appareil de l'UGTA, c'est-à-dire rentre en mouvement, ils peuvent aussi d'ici la rentrée, c'est-à-dire hausser un peu le ton, même sur des questions qui n'ont rien à foutre. À mon avis, l'UGTA va hausser le ton contre Sidi Saïd dans les prochains jours. Oui. Je pense pas. Un mouvement de redressement, comme on a l'impression qu'il y a un mouvement de redressement au sein du MPA depuis que ça va très mal entre le président et le secrétaire général. C'est pas l'UGTA qui va le faire, c'est le pouvoir qui va le faire. C'est-à-dire même les autres. Vous voulez dire que Sidi Saïd a un peu éliminé ses adversaires, notamment Djenouhad qui ne fait plus partie de l'UGTA, c'est ça. Voilà. Ils faire sortir les dossiers de la justice. Hein. L'affaire Khalifa. Tebboune est mal placé sur cette question. Il y a des hauts et des bas. Oui, il y en a. Lui, il a signé à la place des gens. Hein. Il a signé pour mettre l'argent de la Casamance à la place des gens. Émile Zola était connu avec son fameux J'accuse. Je n'ai pas assisté au procès Khalifa, mais Hassan peut peut-être nous rappeler que dans le dossier Khalifa, M. Tebboune et M. Sidi Saïd étaient tous deux comme témoins et que l'un des deux aurait dû devenir accusé tout de suite. Complètement. Oui. Absolument. Oui. Et c'est ça sur la question, par exemple, sur l'argent, la politique, séparer les choses. C'est-à-dire le chef du gouvernement, je pense qu'il est mal placé sur cette question. Peut-être c'est pour un début. Et M. Sidi Saïd avait l'argument. Vous étiez présent au procès Khalifa. Ça fait 10 ans. Est-ce qu'il me reste encore un peu de temps pour que je puisse contredire Abdel Sharif? Il n'aura pas le temps de riposter. Si c'est pour contredire Abdel Sharif, vous avez une heure. Vous avez une heure pour le contredire, allez-y. Non, moi je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'arbitre dans la situation actuelle, ni du côté populaire social, ni du côté des institutions. Voilà. Par contre, je ne comprends pas quand Abed dit
il y a un nouveau dispositif, c'est la première phrase qu'il a prononcée, qui est en train de se mettre en place, et la minute d'après, il dit c'est la fin de l'ère Bouteflika. Bon, la fin de l'ère Bouteflika, ça fait 4 saisons de CPP qu'on la lance et qu'on la souhaite. Mais sur ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers mois, moi, je dois me rendre compte à l'évidence, c'est l'inverse de la fin. Moi, il me semble que c'est une reprise en main. C'est une reprise en main. Pour moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire toutes les mesures importantes qui ont été prises depuis 2 mois, ça vient directement du président de la République jusqu'à cette semaine. Les indemnisations des incendies dans le nord du pays, le BAC, on en parlait en début d'émission, ce sont des intrusions directes du président. Je ne parle pas du choix du Premier ministre et du gouvernement. Donc nous sommes en fait dans une situation, pour moi, Bouteflika est rentré en campagne. Pourquoi? Pour aller où? C'est un point d'interrogation, peut-être qu'on pourra. Mais il est rentré en campagne. Même la sortie de Saïd Bouteflika, sur laquelle on s'est posé beaucoup de questions quand il est descendu dans la rue, il nous a tous surpris dans l'affaire Boudjidara, ça fait partie de cette démarche de changer, non pas de base sociale pour se maintenir au pouvoir, parce que c'est difficile de changer de base sociale, mais d'élargir un peu les soutiens et les appuis. Nous sommes dans ce contexte-là aujourd'hui. Vers où ça va mener? Les Bouteflika sont en campagne pour aller où? Pour moi, c'est une vraie question. Juste un détail. Oui, quand je dis la fin de l'ère Bouteflika, c'est pas demain matin. Pour moi, Bouteflika prépare son départ. 2019, c'est ça. Et l'idée du 5e mandat, pour moi, c'est tellement gros. Si Bouteflika est candidat pour un 5e mandat, j'arrête de parler et d'écrire. Je me retire au Gourbi de manière. Vous êtes sérieux, Abed? S'il est candidat en 2019? Je ne sais pas si vous prendrez. Je ne sais pas si j'ai rapidement 30 secondes pour. Rapidement. Moi, je reste extrêmement prudent sur l'idée du 5e mandat. Est-ce qu'il renonce, il ne va pas renoncer? Mais ce qu'on peut observer, c'est que Tebboune vient au lendemain d'une élection complètement délégitimée. Et donc, il va construire une nouvelle légitimité, il va essayer de donner une nouvelle légitimité à son gouvernement en s'attaquant à des têtes, je vais utiliser un gros mot, qui sont un peu détestés par l'opinion, qui incarnent un peu la corruption, le brigandage, la rapine. Et ils sont en train ça leur permet en tout cas de dire à la faveur de la loi de finances 2018, qui va être une loi d'austérité, avant d'appeler le peuple à un effort supplémentaire, ils vont dire voilà, le gouvernement, l'État fait dans l'exemple, il s'attaque, il montre une volonté de lutter contre les détournements, la corruption, la rationalisation des dépenses, internant de la rigueur, pour reprendre un peu la fameuse expression. Et en tout cas, à terme, c'est de mettre en place. On est à 22 mois de la présidentielle, mettre en place les conditions qui vont permettre la tenue du rendez-vous présidentiel. C'est-à-dire le pouvoir fait sa révolution pour... le mot de la fin de la première partie. Le mot de la fin de la première partie. Juste quand je parlais aussi de nouveaux dispositifs, M. Tebboune a annoncé son intention d'organiser un dialogue. Oui. Alors, il a défini un petit peu les contours, mais en même temps, il évacue les Haddad, Sidi Saïd, etc. Ça veut dire, cet homme-là nous dit, moi je vais discuter avec d'autres gens, les gens avec lesquels il y avait consensus, il y avait accord, les gens avec qui on gouvernait jusque-là ne sont pas fiables. On va discuter avec d'autres. C'est un glissement qui peut être significatif. Une évolution en tout cas. Et le Café Presse Politique revient dans un tout petit moment. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse Politique.
Deuxième partie du Café Presse politique qui, dans quelques mois, sans doute, redeviendra le Café Presse présidentiel. Hassan Qadi, n'est-ce pas? Oui, c'est comme ça qu'il est né en fin 2013, début 2014. En 2019, avant l'élection présidentielle. Ça redeviendra le Café Presse présidentiel. Bouteflika sera candidat et Monsieur Abdel sera au Gourbi. Sauf s'il y a des élections anticipées. Voilà, et dans tous les cas... peut toujours arriver compte tenu de l'état de santé du président. Voilà, dans tous les cas, Abdel prendra peut-être sa retraite si le président de la République est candidat à sa propre succession. Donc, je rappelle que c'est un CPP en direct et en public, aujourd'hui en direct sur Radio M. Alors, la première partie, nous avons parlé donc de Abdelmajid Tebboune, de ce bras de fer avec l'UGTA et le Forum des chefs d'entreprise. On a parlé peut-être un 5e mandat du président, on ne sait pas encore. Et Hassan Qadi pense que le président de la République est déjà en campagne électorale. Avant de parler de ce cinquième mandat, est-ce que vous pensez que le Premier ministre a une mission particulière vis-à-vis de ce 5e mandat? Dès qu'il a pris ses fonctions, le 28 mai dernier, en remplacement de Ahmed Sellel, il y a eu énormément d'effets d'annonce, notamment la création d'une inspection générale auprès du Premier ministère, des déclarations sur la fin du pouvoir de l'argent. Est-ce que Abdelmajid Tebboune est le futur directeur de campagne du président de la République? La question mérite-t-elle d'être posée? On commence avec vous. Non, quand tu dis... il y a toujours ce problème sur les concepts, sur les mots. Quand tu dis un bras de fer entre le Premier ministre, d'un côté, l'UGTA, le patronat de l'autre. Symboliquement ou institutionnellement, le Premier ministre représente quand même l'État. Abdelmajid Sidi Saïd est supposé représenter les travailleurs et Ali Haddad de représenter les forces de l'argent. Or, nous sommes dans un pays où l'argent est totalement tributaire du pouvoir de l'État. Ali Haddad n'est rien sans les marchés publics. Oui. Donc, il ne pèse pas. Il ne pèse absolument rien. Sidi Saïd, on en a parlé. On a essayé de trouver une formule pour organiser un redressement. On n'a pas trouvé quelqu'un capable de faire une tashihiya. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne dans l'UGTA. Et donc, ce sont des forces qui n'existent pas. Ces gens-là sont forts. On se rappelle, Ali Haddad est devenu président du FCE au moment où le pouvoir a décidé de faire le 4e mandat, de virer donc un président du FCE qui n'était pas très chaud, et donc il a été intronisé. Il est devenu puissant par ce poste-là. Tebboune n'a pas de base populaire. Il a un peu, on va dire, de la légitimité du président de la République, enfin, le fait qu'il est chef du gouvernement, mais c'est pas quelqu'un qui a une base populaire. Et donc, tous ces gens-là travaillent sur du faux. C'est pas eux qui sont forts. Ils occupent temporairement un poste qui leur permet d'avoir un peu de pouvoir, pas plus. Comment ils vont l'utiliser dans les années qui viennent? Bon, ils sont en train de se battre pour ça, mais moi je vois pas. Moi je vois Ali Haddad rentrer dans le rang tout de suite dans la semaine qui vient. Ça va pas aller très loin. Pour lui, c'est trop dangereux. On avait dit la même chose, souvenez-vous, à Abdelchalef en décembre dernier lors du Forum africain des affaires. Non, c'est vous qui avez dit ça. Pas moi. On avait dit ça aussi. On avait dit que c'était qu'il était en disgrâce, qu'il allait tomber. Finalement, il n'a fait que sacrifier le président de GIL FCE, Tawfiq Lerari, mais il était resté au pouvoir. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, il va tomber ou bien est-ce qu'il va encore sauver sa peau? Écoute, la carte qui est en train de jouer le Premier ministre, cette idée de changer les gens avec lesquels on gère ou là on dialogue, cette idée d'organiser un nouveau dialogue et donc de laisser tomber un petit peu ceux qui l'ont accompagné jusque-là, je pense que c'est significatif. Ça peut aller loin. Est-ce que ça peut aller jusqu'au sacrifice de Ali Haddad? Ça ne posera aucun problème si c'est nécessaire. Si ça permet au gouvernement Tebboune d'avoir un peu de crédibilité pour engager les mesures sociales difficiles qu'il est obligé d'engager, et ben il va le sacrifier et Haddad va rentrer dans le rang. Il va se retirer à Barcelone dans son hôtel, acheter à 60 millions d'euros et il sera tranquille. Ça pose pas de problème. Parce que, au fait,
C'est vrai qu'on focalise un peu sur Ali Haddad, mais il serait intéressant de parler de ce que Ali Haddad incarne, représente, symbolise. Il symbolise une montée en puissance des forces de l'argent, des groupes qui sont conçus, qui disputent le pouvoir aux institutions de l'État. Un fait qu'il faudra rappeler, quand il a été élu président du forum du chef d'entreprise, dans la semaine qui a suivi l'élection, il a pris attache avec tous les ministères où il leur demande, nous installons ce qu'ils appellent commission mixte, c'est-à-dire il y a énormément de marchés et une ministre a été par la culture, non, une ministre qui est suffisamment soutenue politiquement. Non, c'est pas Houd de Pharaon non plus. Une autre. Il reste Ben Ghabrit. Voilà, c'est Madame Ben Ghabrit, puisque Abd le dit. Haddad appelle Ben Ghabrit, lui disant, voilà, je veux que, comme je le fais avec les autres ministères, je veux installer une commission mixte FCE, ministère de l'Éducation nationale. Ben Ghabrit dit, mais attends, je n'ai rien à voir avec le patronat. Avec le patronat, s'il y a des projets. Elle dit, je n'ai rien à voir avec ça. Moi, je travaille dans un gouvernement, j'ai des comptes à rendre au Premier ministre. Elle appelle le Premier ministre terrorisé parce qu'elle savait la puissance du président du forum du FCE et la puissance du président du FCE. Il l'attire aussi de sa proximité avec le centre. Et, le frère. Il ne se passe pas une semaine à chaque occasion. Avec le frère du centre. Chaque occasion, Ali Haddad s'affiche avec le frère Kadi du président. Et ça rappelle Abdelmoumen Khalifa. Il y avait le caissier de la banque Stawali. Il lui a dit, mais comment vous donnez de l'argent comme ça dans des sacs et tout. Et il dit, mais c'est le président de le patron de la banque qui me demande, mais comment il dit, vous imaginez dire non à Moumen Khalifa alors qu'au JT de 20h la veille, je l'ai vu avec le chef de l'État, avec le Premier ministre, avec l'Arbi Belkhir. On ne peut pas. Il y a un fonctionnement qui n'est pas normal, qui n'est pas légal, qui se fait en dehors des institutions, en dehors de la légalité. Voilà. Et c'est un peu qui caractérise quand même le régime de Bouteflika, qui a mis quand même 10 ans, 15 ans à essayer de détruire un système qui était en place depuis 10 ans. Mais il n'a pas eu je ne sais pas, est-ce qu'il n'a pas eu le temps ou la volonté de construire un autre... En tout cas, il y avait une tentative de construire un autre système. Yassine. Moi, je vais avancer encore dans mes affirmations et dans, on va dire, mes intuitions du moment. Bon, j'affirme que donc, le président Bouteflika est en campagne. C'est une campagne pour se préparer à rempiler pour un 5e mandat. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui peut l'empêcher de le faire ? C'est une question qu'on pose souvent ici au Café Presse Politique. La santé, bien sûr, on l'a évoqué. Bon, ça, c'est complètement aléatoire. Mais au-delà, qu'est-ce qui peut aussi l'en empêcher ? Ce n'est plus l'armée. Il a toujours su comment faire en sorte que l'armée finisse par le soutenir, à l'époque de Toufir, en dépit de Mohamed Lamari, à l'époque de Gaïd Saleh. Finalement, c'est Gaïd Saleh qui lui a permis de faire le 4e mandat. Et donc, de ce côté-là, je pense que s'il lui affirme une volonté claire de vouloir continuer, ça se fera. Voilà, c'est très difficile de le dire comme ça, mais la classe politique, je vais très vite terminer. La classe politique, on n'en parle même plus, malheureusement. Il y avait le processus de Zeralda, il s'est fracassé. Qu'est-ce qui peut encore l'en empêcher ? C'est une explosion populaire à cause des mesures d'austérité. Et Bouteflika, son agenda aujourd'hui, moi je fais la lecture suivante. Il a enlevé Sellal en partie à cause des affaires. L'autre partie, c'est parce que Sellal a commencé, à force d'être au contact de la réalité, etc., à avancer vers un agenda de réforme qui pouvait, avec des mesures de restriction, etc., etc., dans les mesures économiques, dans les transferts sociaux, etc., les lignes rouges que pose le président, c'était devenu des lignes oranges. Il avait dit dans un... Absolument. Voilà, il y avait des choses qui étaient en train de cesser d'être tabou. Bouteflika, sur ce plan-là, il sait très bien que c'est de ce côté-là. Au moins jusqu'à 2019, il ne faut pas que les choses bougent. Il faut que maintenir... Évidemment, on commence à prendre des mesures, mais
il ne faut pas que les choses bougent, il faut préserver le statu quo social. Et donc, il a travaillé sur cela en priorité parce que c'est ça qui peut changer la donne dans l'avenir. Est-ce que il a dit qu'est-ce qui peut empêcher le président de Bouteflika d'être candidat pour un 5e mandat? La seule réponse, c'est qu'il y ait un accord sur le successeur. Et là, contrairement à l'idée la plus répandue, moi je pense que Bouteflika n'était pas fondamentalement demandeur d'un 4e mandat. Il est resté président surtout par défaut d'accord sur le successeur. Il y a eu une vraie crise, il y a eu un désaccord et lui est resté par défaut. C'est pour ça que je lui accorde une pointe de sincérité une fois dans sa vie quand il a dit Tabjineno. On ne prononce pas cette phrase si on va vers un 4e mandat. Je pense qu'à ce moment-là, il le pensait réellement. Et que la conjoncture a fait qu'il y a eu une crise grave à l'intérieur du pouvoir, autour du successeur, et donc qu'on l'a maintenu par défaut. Maintenant, si pendant les 5 années qui se sont écoulées, le pays n'a pas décidé d'un successeur, là vraiment la retraite au Gourbi s'impose définitivement. Les personnes qui connaissent le président de la République, Abed Sharaf, vous disent qu'il est capable de dire ça pour tester l'opinion publique, pour tester ses éventuels adversaires. Ils peuvent dire, mais ils peuvent dire, mais c'est une phrase qui ça reste, c'est fort, c'est une phrase très très forte. Juste envie de dire un mot par rapport à ça, c'est que finalement le 4e mandat n'a pas été une solution, n'a pas réglé n'a pas permis en tout cas au pays de sortir de l'impasse. Et plus on va, plus les choses s'aggravent, ça devient inextricable, les problèmes s'accumulent, les crises se pèsent en tout cas sérieusement sur le pays. Je ne prendrai pas le risque de dire qu'on est dans la préparation du 5e mandat, ou est-ce qu'on serait dans une succession dynastique ou pas. Je pense que la question du candidat de 2019, du candidat du pouvoir, n'est pas encore réglée, n'est pas encore tranchée à mon avis. C'est-à-dire, moi je pense, c'est-à-dire c'est connu, c'est-à-dire dans l'histoire du pays, c'est à la dernière minute qu'on règle les choses. C'est vrai, il y a une la petite guerre là. C'est aussi une guerre, c'est-à-dire de positionnement pour que les groupes, les décideurs prennent position, c'est-à-dire prennent de la force. Mais les choses, je pense, vont se décider à la dernière minute. Je pense même, c'est-à-dire les gens, je peux pas dire il y a une centralité au sens propre du terme, mais les gens qui ont le pouvoir sérieux, le pouvoir d'État, c'est-à-dire ne savent pas quoi faire. Comment ça va se décider? On ne sait pas ce que Boutef, sur la question du 5e mandat, est-ce qu'il va tenir et qui va le successeur? Généralement, c'est vraiment difficile et je pense, Hassan, il a dit un truc extraordinaire. Ça peut se régler. Ah oui. Ça peut se régler, c'est-à-dire une révolte populaire, tout ça. C'est-à-dire ça peut se régler par des émeutes. Mais ils vont s'appuyer sur ça pour, c'est-à-dire l'équipe la plus forte, c'est-à-dire va faire un forcing et imposer un autre choix, un autre candidat. Comme en 88. Hassan Qadi a aussi dit un truc extraordinaire, et vous serez d'accord avec moi, Abed Sharaf, c'est là qu'il pouvait faire des choses quand il était Premier ministre. Autour de cette table, il y a quelqu'un qui nous a dit que Sellel avait un programme économique. Est-ce qu'on peut dire que le Premier ministre est en train de devenir un Premier ministre populaire après les décisions qu'il prend, après le bras de fer qu'il engage avec, comme vous dites, les forces de l'argent? Est-ce qu'il est en train de devenir populaire? Est-ce que c'est dans l'intérêt du président et du clan présidentiel que M. Tebboune devienne populaire? Je crois que oui, parce que vu les réseaux sociaux, les jeunes le soutiennent et le disent. Depuis déjà presque 2 à 3 semaines, j'ai eu des échos à travers des jeunes qu'ils trouvent, qui l'encouragent, qui lui demandent de continuer. Je ne sais pas, peut-être c'est ça le but. Le pouvoir fait sa révolution. Au lieu de laisser la chose à la rue, il préfère sauter quelques fusibles, quelques noms qui sont impopulaires, comme a dit Hassan tout à l'heure, et pour assurer une succession plus... Je pense que c'est une succession de Bouteflika. Ça m'étonnerait que Bouteflika aille à un 5e mandat, mais
mai, Saïd aura son président. Je pense qu'il est maintenant en position de force. Il est très à l'aise pour choisir le successeur de son frère. Et selon Abed Sharif, Saïd ne sera jamais président de la République. Non, ça on est d'accord sur ça. Il n'y a pas de tradition de succession filiale dans l'histoire du mouvement national et l'histoire de l'Algérie indépendante. Je pense que ça restera. Par contre, la campagne peut déboucher sur créer un nouveau rapport de force, de sorte à permettre à Saïd Bouteflika et son frère de choisir le successeur. Il a été question à un moment donné du général Hamel. À la place du 4e mandat, il y avait des possibilités. Le général Hamel a même laissé entendre dans un entourage proche que peut-être il allait y aller. Et donc, on peut se poser la question de savoir si aujourd'hui, on n'est pas en train de créer un peu les mêmes conditions. Sur Tebboune, moi, je l'ai dit la première fois après la nomination, il me fait penser à Bled Abslam avec la dimension inférieure. Bled Abslam, c'est un monument. Moi, j'ai soutenu Bled Abslam parce que je croyais, à l'époque, j'étais jeune et je croyais qu'il pouvait, après l'ère Chadli, rétablir un minimum de confiance pour que les Algériens, on était au début de la guerre civile. C'était un moment. Je discute avec quelqu'un qui a soutenu Bled Abslam. Oui, non, mais je le revendique. Bled Abslam avait dit on ne peut pas lutter contre le terrorisme sans lutter contre les corrompus. Et dans son programme politique, quand il est arrivé, il y avait les deux volets. Et je crois même qu'il avait mis la lutte contre la corruption avant la lutte contre le terrorisme, parce qu'on était au début 92 et c'était pas encore. On était en juin. Il a lutté contre la presse, il a fermé des journaux. Il a fermé des journaux, mais ça c'est un mauvais chapitre qu'il faut pas évoquer. Et donc, Tebboune risque de finir un peu. En fait, je dis ça, c'est pour dire que quand on n'a pas une force politique sur laquelle on peut s'appuyer, etc., ça va finir en eau de boudin de la même manière. Fondamentalement, Tebboune est hors du temps. C'est sa manière de gérer. Voilà, il est totalement déclassé. Il y a un article de Mouloud Heddir qui est sorti sur Maghreb émergent sur l'économie algérienne. Là, je conseille vraiment de le lire. C'est un article qui est très simple, qui est court, qui dit les choses de manière limpide et donc il le dit bien avec des mots qui sont très bien pesés et il dit il faut changer de logiciel. Tebboune, c'est Windows 95, je suis désolé. Juste un mot sur Tebboune, s'il faut changer de logiciel, il ne faut pas changer le logiciel de Tebboune seulement, c'est le logiciel de tout le système politique qu'il faudra changer, qu'il faudra revoir. Et pour ça, il faudrait peut-être une véritable révolution. Un mot sur Tebboune. Tebboune avait l'ambition de devenir en tout cas Premier ministre depuis au moins une année. Il était en conflit ouvert avec Abdelmalek Sellal, il était en conflit ouvert avec Bouchouareb. Ministre des Finances non, ministre des Finances, c'est un peu parce que Sellal aurait utilisé le ministre des Finances pour bloquer le financement sur le logement. C'est un homme de confiance, en tout cas, de la présidence. C'est un homme du Sud. Et là où il y a du sud-ouest beaucoup de réseaux d'influence politique, parce qu'elle s'exerce aussi en dehors des partis, des groupes d'argent et des syndicats et d'autres organisations. C'est un homme, à mon avis, qui n'a pas d'ambition politique, en tout cas il est vu ainsi, il n'a pas d'ambition politique autre que celle d'être Premier ministre. Ce qu'il fait, c'est qu'il a besoin en tout cas d'affirmer son autorité. Et je nuance un peu le propos de Haddad. C'est vrai qu'il s'attaquait à Ali Haddad, s'attaquait à Bouchouareb, à Sellal. C'est s'assurer de gagner la bataille de l'opinion. Sauf il est attendu au virage. Pour les gens, pour la grande masse, c'est la loi de finances 2018. Et pour les militants politiques, les militants des droits de l'homme, la société civile, c'est des mesures qu'il prendra au pas, allant dans le sens de libéraliser le champ politique, médiatique et le champ associatif et social. Donc il est attendu sur ces questions. Là, il est en train d'affirmer son autorité sur ce qui compte à Alger. Le populisme est un moyen de gestion et on va caricaturer à l'extrême. Là, on est en vacances, donc c'est la dernière minute du CPP, on peut y aller. Si Tebboune met Ali Haddad en prison, il peut augmenter le prix du lait. Il met Sidi Saïd en prison, il peut augmenter le prix de l'essence. Donc, et s'il met Khlil en prison, là, il peut supprimer les subventions, toutes les subventions. C'est un peu pour caricaturer. En fait, c'est une bataille de l'opinion, c'est une bataille de la confiance de la population.
il est en train de jouer cette carte-là, jusqu'où il peut aller, jusqu'où il veut aller, mais surtout jusqu'où il peut aller. Parce que les autres, c'est aussi des forces importantes dans le pouvoir. Mais c'est juste un mot, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de la conviction personnelle de Tebboune, mais il traduit une volonté politique. Il ne peut pas agir comme ça seul et décider de foncer et de casser la baraque. Il traduit une volonté politique de celui qui l'a fait Premier ministre. C'est-à-dire, quelle volonté politique? Celle de Bouteflika. Unique. Merci à vous d'être venus tous pour ce dernier numéro du Café Presse Politique. Nous allons terminer encore dans quelques secondes. Merci à vous tous. J'aimerais terminer avec deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est ce que vous avez donné au début, la libération de Kamaldeen Fakhar après près de 2 ans de détention. Il est libre à présent. Il est avec sa famille, ses proches à Rabdaya. La mauvaise nouvelle, c'est Saïd Chitour, le journaliste fixeur, qui passera aujourd'hui sa 43e nuit en prison. Saïd Chitour arrêté, je dis bien arbitrairement, qui n'a toujours pas comparu devant une juridiction, qui n'a toujours pas vu un juge. Donc nos pensées aussi pour Saïd Chitour, qui est aussi notre confrère. Merci également à tous ceux qui ont participé au Café Presse Politique de cette saison. Bien sûr ceux qui sont présents, Yahsan Qadi, Abed Sharif, Hassan Wali, Sami Larabi, Hadda Hazem, mais également à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, Adel El-Meddi, Kamel Mansari, Tarek Hafid, Akram Kharif, Hassan Haddouch, Saïd Jafar, Badra Hafian et Farid Farah. Léla Berato aussi était également avec nous cette saison. Merci à vous tous, merci aux auditeurs qui sont ici, à nos fidèles auditeurs qui sont présents ici dans la salle. Et on termine avec ce gâteau pour fêter donc les 4 ans du Café Presse Politique. Longue vie au CPP et longue vie également à Radio M. Merci à vous, bonnes vacances et à l'année prochaine. Merci à vous tous. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse Politique.